entre le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, peut-on encore recoller les morceaux? Sur quoi devrait déboucher la crise au sein de la justice? Le ping-pong Mansour Faye Ousmane Sonko, qui gagne finalement au songe? Le débat politique jugé au ras de pâquerette, est-ce une particularité bien sénégalaise? Peut-on en sortir? Pour répondre à toutes ces questions, Binta Diallo reçoit ce dimanche Maître Pape Sène, avocat à la cour, maire de la commune de Ndondol, dans la région de Diourbel, président du comité sénégalais des droits de l'homme, et Abdourahmane Sow, spécialiste en communication, président de la commission orientation et stratégie COS M23, coordonnateur du mouvement citoyen actif pour la justice sociale. Remue Ménage, c'est tous les dimanches 10h10 11h sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci infiniment à Pape Bess Diba. Nous recevons aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, Maître Pape Sène, maire de la commune de Ndondol, région de Diourbel, président du comité sénégalais des droits de l'homme, membre de l'APR. Merci Maître Sène d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci Binta. Donc, je voudrais d'abord, avec votre permission, vous remercier. Remercier donc le groupe Futur Média en général et en particulier la radio Futur Média donc pour l'invitation que vous m'avez faite ce matin en ma triple qualité, comme vous l'avez dit, d'avocat qui me permet de discuter de l'actualité judiciaire en tant qu'acteur de la justice, en ma qualité de maire également membre de l'Alliance pour la République, de la convergence des cadres républicains, de pouvoir analyser la situation politique et enfin en tant que président du comité sénégalais des droits de l'homme, de pouvoir discuter avec vous de la situation des droits humains au Sénégal, en Afrique, dans la sous-région. Et donc c'est vraiment un honneur pour moi. Je voudrais également saluer mon ami avec qui je partage le plateau, Abdourahmane. Nous avons travaillé dans beaucoup de dossiers dans le cadre d'une plateforme multi-acteurs qui s'appelle l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, que le Comité sénégalais des droits de l'homme, qui est l'institution nationale de promotion et de protection des droits que j'ai l'honneur de diriger, a mis en place depuis 2015. Et nous travaillons pour un peu soutenir, accompagner les personnes qui sont victimes des industries minières dans les zones minières du Sénégal. Et là, c'est vraiment pour moi également un plaisir de le revoir et de partager avec lui ce plateau de Remue Ménage. Très bien. Abdourahmane Sow, comme vous l'avez dit, il est spécialiste en communication, président de la commission orientation et stratégie COS M23, entre autres. Merci Abdourahmane d'être là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشفيع سيدنا محمد وسلم. Alors Binta, à travers votre personne, je saisis l'occasion pour remercier effectivement le groupe Futur Média et vous dire en tout cas la joie, le bonheur que nous avons en tant qu'organisation de la société civile de profiter de ce plateau pour discuter de l'actualité nationale en ma qualité de président de la COS M23. Je saisis aussi l'occasion pour saluer vos auditeurs, mais aussi rendre hommage effectivement à mon ami et collaborateur dans le cadre effectivement des industries extractives. Depuis 2015, nous avons l'honneur d'être en tout cas coordonnés dans le cadre effectivement de l'Observatoire national pour le respect des droits humains par M. Pape Sène. Donc je salue en tout cas cette opportunité et j'ai pris le bon Dieu comme d'habitude de guider notre langue pour que en tout cas tout propos débuté sur ce plateau puisse profiter à tous les Sénégalais, Inch'Allah. Très bien. Abdourahmane, alors l'actualité phare ou l'une des actualités phares qui a quand même défrayé la chronique cette semaine écoulée, c'est le différend qui oppose l'UMS au ministre de la Justice. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Oui, en fait, je pense que je vais formuler cette lecture sous forme de message, vous me permettez la redondance, à l'endroit des acteurs concernés et principalement à l'endroit effectivement du président de l'Union des magistrats du Sénégal, M. Souleymane Teliko, le juge Teliko, à l'endroit de ces autres acteurs de ce secteur qui sont en appoint à son action. C'est vrai que beaucoup de motifs ont été déclarés, ça et là, justifiant effectivement ce conflit, mais au-delà, nous estimons que en tout cas, ils ont rendez-vous avec l'histoire. C'est un message fort à leur endroit, qu'à travers ce combat qu'ils sont en train de mener dans le cadre effectivement du fonctionnement de ce secteur, en tout cas, le peuple que nous représentons, peut-être dans notre minorité, apporte
son soutien sans réserve à ces acteurs qui, à travers cette occasion, à travers ce conflit, profond qu'il soit, complexe qu'il soit, en tout cas, sont en train, ces acteurs, je veux dire, de donner corps à une préoccupation qui transcende effectivement l'actualité. Oui. Rappelons que depuis l'avènement du Sénégal, en tout cas l'accession à l'indépendance à nos jours, la justice sénégalaise a eu à souffrir du diktat de la mainmise du pouvoir exécutif. De Senghor à Macky Sall, l'on peut se rappeler effectivement les différends qui l'ont opposé avec Cheikh Anta Diop et tout ce qui s'en est suivi. L'on se rappelle effectivement, en tout cas, des problématiques vécues, des conflits vécus entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Abdoulaye Wade et Macky Sall et d'autres acteurs, Idrissa Seck notamment. Et aujourd'hui, en tout cas, le président Macky Sall qui avait l'opportunité, en tout cas, de donner corps à ses préoccupations de séparation de pouvoir. On a tous porté ce combat ensemble pour qu'effectivement la justice retrouve son honorabilité dans l'équité et effectivement et dans l'objectivité. Nous avons tous combattu en tout cas l'orientation prise par effectivement la justice sénégalaise dans les rendus de justice, dans son fonctionnement et dans tous ces segments. Nous voyons les rapports qu'il y a entre le procureur et le président de la République. On a vu qu'un procureur qui attend pratiquement toujours les instructions du président de la République. Oui, nous reviendrons en profondeur justement donc sur ce message, je le répète, ils ont notre soutien sans réserve et ils ont rendez-vous avec l'histoire. Ils n'ont pas droit au recul. Oui. C'est historique, c'est une opportunité que de donner corps effectivement à ces préoccupations pour de nouvelles orientations dans le cadre du fonctionnement de ce secteur. Absolument. Qui a son importance effectivement au niveau des institutions. Maître Sène, nous n'avons pas officiellement entendu la position de l'ordre des avocats, mais des avocats se sont quand même prononcés sur cette affaire pour se ranger ou prendre fait et cause pour l'Union des magistrats du Sénégal. Et vous, Maître, quel est votre regard sur déjà ce différend et votre position? Oui, merci encore une fois de plus, Binta. Je voudrais également faire un clin d'œil à mes concitoyens de la commune d'Ndondol, parce que comme je suis maire également de cette commune, il est de mon devoir quand même, quand je suis sur un plateau de radio ou de télévision, de leur faire un clin d'œil et leur souhaiter un bon repos dominical. Mais Binta, je voulais faire une précision de taille par rapport à la première question que vous avez adressée à Abdourahmane. Oui. Il n'y a pas de différence entre le ministère de la Justice, le ministre de la Justice en tant que tel et l'UMS. Il y a quoi, je m'en veux pour preuve. Oui. Il y a en fait une affaire disciplinaire qui oppose le ministre de la Justice en tant qu'acteur dans la chaîne et un magistrat. Parce que pour la bonne et simple raison, vous savez, la corporation des magistrats, de façon générale, la justice a fait l'objet un peu de plusieurs réformes parce qu'il y a une évolution dynamique très positive de la justice sénégalaise et ces réformes ont touché un des acteurs clés de cette chaîne, ce sont les magistrats. Parce que vous le savez, les magistrats sont les acteurs de premier plan. C'est la raison pour laquelle, depuis 1960, il y a eu des réformes phares qui ont été faites pour améliorer les conditions de travail des magistrats, mais également renforcer l'indépendance de la magistrature. Et ici, vous prenez le statut spécial. La loi de 2017 aujourd'hui qui est en cours, 2017-10 du 17 janvier 2017, qui aujourd'hui fixe à nouveau le statut spécial des magistrats, ce statut a connu des évolutions. Vous savez, en 1992, nous avons eu la loi organique de 92 qui fixait ce statut. Ce statut a évolué en 94, en 96, en 2000, et la réforme la plus décisive a eu lieu en 2017. C'est pourquoi d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec mon ami Abdourahmane quand il dit que le président Macky Sall n'a pas quand même fait des avancées sur ce plan. Parce que la réforme de 2017 est une réforme phare. Nous le voyons également pour ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. Depuis l'ordonnance de 1960 qui fixait un peu l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons une évolution dans le temps, en 1992. Et tout récemment en 2017, avec la loi 2017-11 du 17 janvier 2017, qui a également apporté des réformes assez significative. Oui. Et dans tous ces textes que je viens de citer, que ce soit la loi de 2017-10 sur le statut des magistrats, la loi de 2017-11 sur le Conseil supérieur de la magistrature, on ne voit nullement l'association des magistrats, l'union
des magistrats du Sénégal. Cette Union des magistrats du Sénégal est une association privée. Ce sont des magistrats qui appartiennent à une même corporation, qui à un moment donné ont senti la nécessité de se regrouper dans le cadre d'une association privée. Nous l'avons dans le cadre de l'ordre des avocats. Les jeunes avocats se sont retrouvés dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association des jeunes avocats sénégalais. Donc vous ne verrez nulle part dans tous ces textes que je viens de citer des dispositions qui renvoient à une protection que l'on doit apporter aux membres de l'UMS, plus particulièrement au bureau de l'UMS. Donc c'est pourquoi je dis il n'y a pas de différence entre l'UMS en tant qu'association privée et le ministre de la Justice. De quoi il s'agit? Et ça, c'est pour répondre à votre question par rapport à l'interpellation. C'est vrai, vous avez raison. Oui. Vous n'avez pas entendu un peu un communiqué de l'ordre des avocats. Vous avez entendu des avocats. Et ça, ce sont des avocats qui sont constitués dans ce dossier qui se sont prononcés. Parce qu'en réalité, il s'agit d'acteurs internes. Les acteurs internes, c'est le ministre de la Justice. Et ce ministre de la Justice, il a des prérogatives qu'il tire de la loi. Et c'est pourquoi d'ailleurs on y reviendra peut-être. Moi je n'ai pas compris tout ce brouhaha de l'extérieur. Parce que quand le ministre de la Justice saisit le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, il le fait sur la base de prérogatives qu'il tire de la loi. Et parmi ces prérogatives, vous savez, c'est l'article 11 pour ce qui concerne le statut des magistrats et ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature et l'article 24 pour ce qui concerne le statut des magistrats qui donne la possibilité au ministre de la Justice, quand il estime vraiment de façon souveraine qu'il y a des faits qui sont sujets à avoir une connotation de faute disciplinaire, de saisir le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Cela a une base légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on veuille dénier au ministre de la Justice une prérogative qu'il tire de la loi. Deuxième acteur clé, ce sont les magistrats. Parce qu'il n'y a que les magistrats qui sont concernés par cette réglementation. Parce que vous savez, les acteurs judiciaires sont nombreux. Moi, je suis acteur je suis acteur judiciaire en tant qu'avocat. Vous avez les huissiers, les greffiers, mais il y a les magistrats qui ont un statut spécial et qui sont régis par des textes spéciaux que je viens de citer tout à l'heure, la loi de 2017-2010, la loi de 2017-2011, et il s'agit d'un magistrat. Donc, ne faisons pas d'amalgame en parlant de magistrats et de membres de l'UMS. Les membres de l'UMS n'ont aucune protection qui résulte de ces textes, si ce n'est la qualité de magistrat qui est protégée. Et enfin, le troisième acteur, c'est le conseil de discipline. Ce conseil de discipline est mis en place par l'article 9 du Conseil supérieur de la magistrature. Et on y reviendra, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans toutes ces phases, il y a des garanties suffisantes par rapport au respect des droits de la défense. Et je crois que donc c'est la raison pour laquelle nous estimons aujourd'hui qu'effectivement l'ordre des avocats ne peut pas aujourd'hui sortir en communiqué, sauf si c'est peut-être pour faire la même chose que le premier président de la Cour suprême, une sortie que nous saluons d'ailleurs. Justement, moi ce que je voudrais savoir, c'est à travers cette affaire Téliko Maître Malick Sarr, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière un malaise plus profond qui secoue notre magistrature et même la justice sénégalaise? Mais Binta, en fait, que reproche-t-on au juge Téliko? Je voudrais savoir. Le fait d'avoir défendu un membre de l'UMS, un magistrat du siège. La problématique fondamentale nous réfère effectivement à l'affectation du magistrat Ngor Diop, qui était le président du tribunal d'instance de Podor, qui a été sanctionné parce qu'il a dit le droit. Ce droit formalisé par l'article 90 de la Constitution qui dit que les magistrats ne sont soumis qu'à la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Il a résisté, parlant effectivement de ces réformes phares qui ont été faites par le président de la République. Jusque-là, on n'en est pas arrivé à la préoccupation majeure, c'est-à-dire qu'il libère le Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est son ministre de la Justice qui en est le vice-président. C'est des acteurs politiques qui défendent leurs intérêts et qui, quelque part, nous paraissent instrumentaliser la justice dans les rendus. Si on en revient à l'article 2, en tout cas à la loi organique 2017-10 portant effectivement statut des magistrats, retournons sur l'article 6 de cette loi organique par rapport effectivement au motif valable de ce conflit, c'est-à-dire l'affectation de M. Ngor Diop. Est-ce que le ministre, dans les principes de loi, la loi n'a pas violé les dispositions? Parce qu'en dehors des sanctions disciplinaires, ils n'ont pas le droit d'affecter un magistrat sans son consentement. L'ont-ils fait avant de poser cet acte fort? Parce que tout simplement, il a condamné, il a mis sous mandat de dépôt un
prétendu dignitaire qui a violé la loi et qui paraissait être un intouchable. C'est plus profond, comme vous le dites. Moi, je dis que depuis les indépendances à nos jours, la justice sénégalaise est manipulée par les acteurs politiques et particulièrement les présidents de la République qui passent sous nos cieux. Depuis lors, on a vu un président de la République, M. Abdoulaye Wade, dire clairement que c'est lui qui a ordonné un non-lieu à M. Idrissa Seck. Nous, on voudrait savoir si en réalité il était coupable ou pas, mais on n'en a pas eu l'opportunité. On a vu un président de la République, par exemple, recueillir, mettre sous sa coupe tous les organes de contrôle censés rapporter aux instances judiciaires, en tout cas le contenu de leur travail. Nous avons vu un procureur qui sort nous dire que, par exemple, sur le cas Alioune Sall, c'est comme tel, aller amener des preuves, appel à témoins. Sur le cas Khalifa Sall, le procureur, sur sa table, il fait un jugement, il condamne. Nous avons vu l'inspection générale des finances faire un rapport sur un proche du président de la République. Nous avons vu un proche du président de la République dire qu'il ne va pas répondre aux interpellations d'un organe de contrôle institutionnel. Il faut qu'on arrête. Le problème, c'est plus profond. C'est-à-dire, je répète à l'endroit de ces acteurs, et je suis convaincu profondément que en tout cas mon co-débatteur pourrait partager ce sentiment. C'est un problème que nous avions porté ensemble. C'est un combat que nous avions porté ensemble. Nous avions vu effectivement dans le rendu, dans le fonctionnement effectif de la justice, tant que le président de la République jouit de cette prérogative en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, aidé en cela par un ministre politique qui est là pour casser effectivement ces magistrats. Moi, je pense que c'est un combat qui va être mené. C'est un rendez-vous. Le peuple est derrière eux. Ils n'ont qu'à donner des motifs valables. Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi ils ont sanctionné, à mon sens, violant effectivement ces dispositions. Mais quand vous demandez au président quand même de quitter le Conseil supérieur de la magistrature, tout comme son ministre qui incarne la vice-présidence, est-ce que vous n'avez pas peur aussi d'avoir une république des juges? Non, la préoccupation n'est pas là-bas. Oui. Qu'il quitte ou pas, peut-être ce n'est pas le fait de quitter, c'est de nous permettre enfin d'avoir une justice qui fonctionne normalement. Une justice qui ne nous donne pas l'impression d'être instrumentalisée pour emprisonner des prisonniers, des adversaires politiques et faire la part belle effectivement à des collaborateurs et des proches. Oui. C'est le sentiment que nous avons sur tous les rendus de justice, qu'ils quittent ou qu'ils ne quittent pas. Oui. Ils sont assez conscients effectivement des limites de nos textes dans les rapports entre le procureur, le parquet, dans le rapport avec le Conseil supérieur de la magistrature, dans le rapport avec les magistrats. C'est une problématique qui est là. Oui. Et moi, je pense même qu'ils doivent remercier le juge Téliko qui est en train de leur rendre service. Parce que si toutefois en 2024, le président de la République laisse le même système judiciaire en place, ils vont en payer très cher le prix parce que tout simplement, les mêmes pratiques vont continuer. La justice des vainqueurs, nous allons encore violer la Constitution pour quand même faire, en tout cas, traquer des acteurs qui nous ont engagés dans des luttes, qui ont la responsabilité de la mort de beaucoup de Sénégalais sur ces problématiques et qui aujourd'hui sont dans la politique politicienne. C'est un problème qui est là. Il faut l'assumer. Est-ce que ces propos, les propos du premier président de la Cour d'appel, Maître Pape Sène, il a effectué quand même une sortie la semaine dernière. Entre autres, on peut noter qu'il faut arrêter quand même de politiser, si on peut le dire comme ça, le secteur de la justice. Est-ce que cela ne conforte pas ce qu'il disait quand même que la justice a été toujours aux ordres, comme le dit tantôt Abdourahmane Sow? Non, je ne pense pas, parce que moi-même j'ai fait une sortie sur cette question pour saluer un peu la sortie de M. le procureur, du premier président de la Cour suprême, qui est dans son rôle, hein, ça il faut le dire. Mais Binta, pour répondre à votre question, moi je crois qu'il y a de l'amalgame qui est entretenu sciemment par des acteurs externes, qui soit parce qu'ils ne maîtrisent pas les textes qui régissent la matière, ou soit parce qu'ils veulent faire de la récupération politique. Quels sont ces amalgames? Ces amalgames, c'est quoi? C'est vrai. Dans les textes, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice est le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Qui donne des ordres au parquet. Oui, on y reviendra tout à l'heure par rapport au cas qui nous préoccupe. Oui. Parce que je suis très à l'aise pour parler de ce rapport hiérarchique entre le parquet et le ministère de la Justice pour vous dire qu'en réalité, même s'il y a ce rapport hiérarchique, le magistrat du parquet peut être indépendant à l'audience. La plume serve, la parole est libre. Ça, nous le connaissons tous. Mais je disais que donc,
ils sont des acteurs dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature. Et pour peut-être répondre à Abdourahmane, le président est dans une dynamique. Vous le savez mieux que moi. Le président a permis à l'UMS de faire une concertation en leur sein pour produire un document sur lequel la réflexion est menée autour de cette question sur la présence du président de la République et du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, je crois que le président n'est pas réfractaire à cette discussion-là. Mais maintenant, l'amalgame qui est fait, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre disciplinaire. Et quand on parle du président de la République en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, du ministre de la Justice en tant que vice-président, mais ces acteurs n'interviennent pas dans le processus ou dans la procédure disciplinaire. Il n'y a que le ministre de la Justice. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il le tient de la loi, parce que c'est l'article 11 qui lui permet cela, du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'article 24 du statut des magistrats qui lui permet, quand il estime qu'il y a des faits qui sont de nature à constituer une faute disciplinaire, mais de déférer un magistrat devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'en arrête là. Et il ne peut même pas participer. Et qui dispose de moyens de défense. Oui, je vais y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire que le ministre de la Justice s'en arrête là. C'est pourquoi la note, parce que vous avez parlé de la note qui est sortie par le premier président de la Cour suprême, le président de la Cour suprême rappelle cela. Et vous me permettrez, parce que quand il dit dans un système, je cite, dans un système de séparation des pouvoirs, reconnaître les attributs de chaque pouvoir est un gage de confiance des citoyens. Il faut qu'on reconnaisse au ministre de la Justice que c'est une prérogative qu'il tire de la loi. Lui, en tant que ministre de la Justice, quand il estime que des faits sont de nature à constituer une faute disciplinaire, de saisir le conseil de discipline. Et il s'en arrête là. Il ne participe pas aux délibérations. Mais il y a des garanties aujourd'hui, en dehors de la composition normale du Conseil supérieur de la magistrature, pour ce qui est du Conseil de discipline en tant que tel, l'instance disciplinaire, il y a des garanties suffisantes pour le respect des droits de la défense. Oui, que ça soit M. Téliko ou que ça soit Maître Pape Sène, ça vous l'avez dit tantôt, est-ce que nous avons une justice aux ordres ou pas? Mais une justice aux ordres, on ne peut pas avoir une justice aux ordres. Nous avons une justice avec une séparation des fonctions judiciaires. Oui, mais le premier président a dit d'arrêter de politiser quand même le secteur de la justice. Ça veut dire quoi? Il s'adresse aux acteurs externes. Il s'adresse aux Parce que nous avons vu, non, il ne peut pas s'adresser. Le ministre de la Justice est dans son rôle, dans cette affaire de discipline, j'ai dit bien. Oui. Parce que le premier président ne peut pas le dire. Parce qu'il y a la loi qui lui permet, et il l'a rappelé dans sa note, il dit que la prérogative du ministre de la Justice s'arrête à la saisine. Oui. Il l'a dit, c'est clair. Et d'ailleurs, parmi ces garanties dont je vous parlais, la composition du Conseil supérieur du Conseil de discipline est différente de la composition du Conseil supérieur. Le président de la République ne siège pas dans le Conseil de discipline. Le ministre de la Justice ne siège pas dans le Conseil de discipline. Ce sont les magistrats eux-mêmes. C'est pourquoi on l'appelle le tribunal des pairs. Et croyez-moi, par rapport à cette hiérarchisation, ce lien, ce cordon ombilical dont on parle, et on voudrait faire la confusion en disant que du moment que le procureur est sous l'autorité du ministre de la Justice, conséquemment, au niveau du Conseil de discipline, il peut y avoir d'incidence. Cela n'existe pas parce qu'en réalité, dans sa composition normale, quand il s'agit d'un magistrat du parquet, et nous savons tous que les magistrats du parquet sont sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique. Autrement dit, le procureur de la République a pour chef le procureur général près la cour d'appel. Oui. Le procureur près la cour d'appel, le procureur général près la cour suprême, ainsi de suite. Mais sous l'autorité du ministre de la Justice. Mais dans le cadre du conseil de discipline, dans le cadre de l'instance disciplinaire, cela n'existe pas. Parce que quand un magistrat du parquet est déféré devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le procureur général près la cour suprême qui préside l'instance. Et nous avons les 2 tiers, au moins 2 tiers de ces membres sont membres donc de cette instance disciplinaire. Et quand il s'agit de magistrats du siège, comme c'est le cas à l'espèce avec l'affaire Téliko, qui est le président de chambre au niveau de la cour d'appel de Thiès, c'est-à-dire c'est un magistrat du siège, effectivement c'est pourquoi le premier président a sorti un communiqué, parce que c'est lui en réalité, de par la loi, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a également d'autres garanties. L'autre garantie c'est quoi? C'est l'assistance d'un conseil. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on pense que le simple fait en soi, de déférer un magistrat devant le conseil de discipline de la magistrature, c'est-à-dire on doit s'alarmer de cela. C'est comme un droit commun, Abdourahmane. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, des citoyens sénégalais sont déférés devant nos juridictions. Mais cela ne veut pas dire pourtant que ces gens sont coupables ou pas. Ici, l'assistance d'un avocat ou d'un conseil magistrat lui est autorisée. Mais ce qui est plus important, le principe du contradictoire.
Parce que vous savez, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, un magistrat qui est traduit devant le conseil de discipline, devant l'instance disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature, est dépourvu de tout moyen de défense. Télico, dans le cas d'espèce, s'il est attrait, ne peut pas être dépourvu de tout moyen de défense parce qu'il y a le principe du contradictoire. Aussi bien lui que ses avocats ont la possibilité d'avoir le dossier, l'ensemble des pièces du dossier, 8 jours avant la tenue de l'audience. Ça, c'est le principe du contradictoire qui est un principe universel pour le respect des droits de la défense. Et enfin, la motivation de la décision, c'est important. Le conseil de discipline, qui est composé par les pairs, doit motiver sa décision. Et une réforme phare intervenue en 2017 pour encore répondre à Abdourahmane sur un peu les avancées que nous avons notées par rapport aux réformes judiciaires avec l'avènement du président Macky Sall. Mais pour la première fois, les décisions rendues par l'instance disciplinaire des magistrats peut faire l'objet d'un recours. Mais auparavant, cela n'existait pas. Je pense que ça, ce sont des avancées significatives qui méritent d'être soulignées. Bien entendu, la justice sénégalaise n'est pas parfaite. L'indépendance, comme je l'ai toujours dit, c'est un idéal à atteindre. On est toujours en quête d'indépendance. Et toutes les réformes que je vous ai citées, depuis 1960, 92, 94, 96, 2000, jusqu'en 2017, ce sont tous des réformes qui tendent à consolider, à renforcer l'indépendance de la justice. Et ça continuera. Justement, pour cette indépendance de la justice, nous avons entendu l'ancien ministre de la Justice sur la question appeler à des réformes institutionnelles pour parvenir à cette indépendance-là. Je veux nommer Maître Doudou Ndoye qui offre sa médiation dans cette affaire Télico, Maître Sall. Oui, s'il s'agit de faire une médiation allant dans le sens les réformes institutionnelles d'apaiser les réformes institutionnelles. Vous savez, il y a beaucoup de réformes à faire dans ce pays. Nous en sommes tous conscients. Nous avons porté ce combat ensemble. Le président Macky Sall, ex-candidat et tout ça. Moi, je pense que c'est de la théorie. Je dis, malgré les réformes tant vantées par M. Pape Sène, qu'est-ce qui a changé dans la pratique? Qu'est-ce qui a changé? Je le remercie de m'avoir en tout cas informé un cours magistral par rapport effectivement au fonctionnement de cette instance. Mais nous n'avons pas la même préoccupation. J'ai demandé de savoir ce que l'on reproche au juge Télico. Ne fuyons pas le débat. Il a été solidaire à un magistrat. C'est l'affaire Ngor Diop qui est là, qui est sur la table. On a évoqué tout à l'heure. On a évoqué l'affaire Khalifa Sall. Hein? Khalifa Sall et tout ça. Ça, c'est le motif avancé par l'autorité. Mais nous, en tout cas, en tant qu'observateurs, analystes, on ne peut pas passer outre effectivement le cas Ngor Diop, qui est un magistrat du siège, qui a été affecté parce que tout simplement, il a eu le courage d'être libre dans le rendu de la justice. C'est ça nos préoccupations. Qui a saisi la Cour suprême. Voilà, qui a saisi la Cour suprême. Je voudrais qu'on me dise ce qu'on lui a reproché. Il a fait référence effectivement à ces réformes, évoquant la loi organique 2017-10. L'article 6 de la loi 2017-10 a été clair sur effectivement les conditions d'affectation d'un magistrat du siège. Est-ce que ces dispositions n'ont pas été au préalable violées par l'autorité? Parce que le conflit Télico et le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Pourquoi on doit s'attarder effectivement sur les conséquences, les impacts et ne pas parler effectivement de l'origine, la nature du problème? Le problème, il est clair. Un magistrat a estimé que ses droits ont été violés et il a été protégé par ses pairs. C'est ça la problématique. On ne parle pas de l'UMS, on parle de principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indépendance dans le fonctionnement de la justice au Sénégal. C'est depuis lors, depuis Senghor et autres, mais sous le président Macky Sall, quand même, des actes forts ont été posés, il faut oser le dire. C'est sous Macky Sall qu'on a vu le limogeage du président de l'OFNAC qui était en pleine enquête qui impliquait son frère. C'est sous Macky Sall qu'on a vu son beau-frère dire qu'il n'ira pas ou bien qu'il n'irait pas répondre à des organes de contrôle institués par l'État. C'est sous Macky Sall qu'on a vu la violation. On a enlevé le proc de la CREI. Mais en pleine audience, tout ça, c'est sous Macky Sall. Nous avons vu les dispositions de la Constitution, titre 10, article 109, 99, 100 et 101 violés par la CREI, qui ne pouvait pas être au-dessus de la Constitution. Karim Wade est un ministre.
justiciables au niveau effectivement de la Haute Cour de justice, ainsi au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont contourné toutes ces dispositions quand même pour satisfaire des préoccupations politiciennes. Ça, c'est des faits, c'est pas des appréhensions. Nous sommes sur des faits pour dire que notre justice est malade. Nous avons vu le cas Khalifa Sall, pour ne pas dire que ça a été quelque part ridicule, quand le procureur lui-même lui a dénié effectivement son immunité parlementaire et qu'il revienne accepter cela et saisir le président de l'Assemblée nationale. Il faut arrêter. Je répète, pour les gens intelligents qui m'écoutent, que cette problématique est une aubaine pour ces acteurs qu'ils sont. Parce qu'ils vont quitter le pouvoir en 2024, Inch'Allah. Et ils verront effectivement la différence, si toutefois ce conflit aboutit effectivement à un apaisement et à la prise en charge de ces préoccupations, qu'une justice aux ordres n'est pas comparable à une justice qui est libre, qui retrouve sa dignité et son honneur, pour l'honneur des acteurs, pour effectivement ces réformes dont il parle. Il sait très bien, Maître Pape Sène, que rien n'a changé. Il ne faut pas qu'il vienne dans la forme, nous dire que maintenant ça se passe comme tel, avant ça se passait comme tel autre. On veut qu'il y ait des réformes effectivement profondes, qui libèrent le procureur. Je vous donne l'exemple effectivement du procureur, quand il est saisi par les organes de contrôle sur des rapports. Je rappelle le rapport de l'IG en 2013. Ce rapport demandait l'ouverture d'une enquête judiciaire, information judiciaire contre la personne de M. Samuel Sarr sur la somme de 9,7 milliards. Vous n'avez pas vu ce même Samuel Sarr aux côtés du président de la République en train de battre campagne. Un an après, sur le cas Khalifa Sall, pour 1,8 milliard, il est emprisonné. Vous n'avez pas vu le rapport de l'IGE sur le pétrole en 2012 ? Ces affidés sortent nous dire qu'il ne l'a pas vu. Il faut arrêter. Il faut qu'on ait des réformes qui impliquent certes le président de la République, mais on en a marre, on en a assez des acteurs politiques qui sont à la tête des institutions, qui utilisent effectivement, en tout cas, ces organes pour casser les adversaires, faire la part belle à ceux qui occupent le pouvoir. Ça en est assez. C'est un combat pour tous les Sénégalais. Il a posé 2 fois la question pour savoir ce qu'on reprocherait à Téliko. Est-ce que vous en savez quelque chose, et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi régler ce problème dont on parle souvent, le principe d'inamovibilité des juges. Oui, en fait, Binta, moi je n'ai pas la prétention, je n'ai ni la prérogative, je n'ai ni aujourd'hui les compétences dans ce dossier particulier, comme l'a fait de façon affirmative et péremptoire mon ami Abdourahmane, de dire que voilà de façon expresse et sans embâche ce que l'on reproche à M. Téliko. Ce que je sais, c'est que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a produit un dossier qu'il a déféré au Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Ce que je sais également, c'est que quand un magistrat est nommé par décret, avant d'entrer en fonction, il prête serment. Et la formule du serment est extrêmement importante. Cette formule du serment, qui est consacrée à l'article 9 du statut spécial des magistrats, nous dit ceci. Il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent en substance. Je dis, je ne vais pas lire la formule de ça, mais en substance. Il y a l'obligation de loyauté. Un magistrat doit la loyauté. Il y a l'obligation d'impartialité. Ça, nous le savons tous. Un magistrat ne peut pas prendre parti parce que c'est lui qui rend, in fine, en dernier ressort, qui dit le droit. C'est le dernier rempart des libertés. L'obligation de s'abstenir de faire des consultations privées sur des affaires qui concernent la justice. Ça, c'est le domaine des avocats. Parce qu'on ne voudrait pas également qu'il y ait une confusion des rôles. Ce que font les avocats, les magistrats le font. C'est pourquoi, dans leur formule de serment, il leur est interdit de faire des consultations privées. Il y a également l'obligation de ne pas prendre des positions publiques. Ça, c'est la loi qui le dit. Il y a également l'obligation de ça, c'est le conseil, ça, c'est l'instance disciplinaire qui le dira. Oui. Je ne peux pas le dire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il appartient à l'instance disciplinaire, en vertu de l'article 9, sur ce serment, mais également en lecture avec les dispositions de l'article 18, qui nous dit ce qu'est la faute disciplinaire, quand est-ce qu'on peut parler de faute disciplinaire, mais de nous dire si oui ou non M. Téliko est dans cette situation. Mais c'est-à-dire, moi, ce que je reproche à la société civile, comme l'attitude tout à l'heure de mon ami Abdourahmane, des politiques et autres, c'est qu'aujourd'hui, dès que cette affaire a éclaté, ils ont vite fait de créer de façon artificielle un différend. Il n'y a pas de différend entre le ministre de la Justice et M. Téliko. Il s'agit d'une affaire normale dans le cadre d'une corporation qui s'appelle la Corporation des magistrats, où le ministre
ministre a des prérogatives, le conseil de discipline a des prérogatives. M. Téliko, comme tous les autres magistrats, ont des droits à sauvegarder, donc les droits de la défense. C'est pourquoi moi je dis, encore une fois de plus, pour revenir à la question des affectations, c'est-à-dire on fait trop d'amalgame. L'affaire Ngor Diop, ce n'est pas une affaire aujourd'hui qui est au cœur de l'affaire Téliko. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Ngor Diop, en tant que magistrat, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'UMS ne peut pas faire de recours. Au Sénégal, les associations n'ont pas la prérogative de faire des recours pour leurs membres, ni les syndicats aussi, sauf s'il s'agit d'une association qui a une habilitation. Mais ici, il ne peut pas. C'est Ngor Diop qui se sent victime, qui saisit la Cour suprême pour pouvoir donc déférer l'acte qu'il a affecté devant la Cour. Et allez, il appartiendra à la Cour suprême de nous dire si oui ou non la décision qui a été prise au niveau du Conseil supérieur de la magistrature en vertu de la nécessité de service, mais si cette décision est conforme ou pas. Mais ce n'est pas à Abdourahmane de le dire, ce n'est pas à moi de le dire, parce qu'encore une fois de plus, il ne faudrait pas également, et c'est ça un peu qui... C'est-à-dire, s'il y a des difficultés, ce sont des difficultés que nous-mêmes, nous envisageons de loin. Parce que quand on analyse ces affaires dont il parle, l'affaire Khalifa, l'affaire Karim, c'est des affaires qui sont devenues définitives. Mais n'empêche, on trouve toujours le moyen de dire la justice a fauté la justice. Mais quand la justice rend une décision qui est devenue définitive, vous avez la possibilité, vous en tant que citoyen, de donner votre avis. Mais tout de même, elle reste une décision de justice qui est confinée dans l'ordonnancement juridique et qui est opposable à tout citoyen sénégalais. Je crois que de ce point de vue également, il faudrait, et c'est Binta, vous m'excusez, vraiment, je pense que les acteurs externes, moi j'appelle les acteurs externes, c'est politique. Parce qu'il y a des politiques qui rôdent autour de tout. C'est comme des vautours, excusez-moi du terme. Et qui attendent à ce qu'il y ait un cadavre pour qu'ils s'en prennent. Je crois que la justice ne peut pas être au cœur de ces préoccupations. La justice ne peut pas être un enjeu politique. Parce que la justice, c'est une affaire trop sérieuse. C'est comme qui dirait aujourd'hui, dans l'anatomie, l'organisme humain, c'est le cœur. Quand le cœur cesse de battre, il n'y a plus de vie humaine. Aujourd'hui, quand la justice s'agenouille, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'État. C'est la raison pour laquelle aussi bien le président de la République, aussi bien les magistrats, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chacun prendra ses responsabilités pour que la justice sénégalaise fonctionne normalement. Très bien. Maître Pape Sène, maire de la commune de Ndondol, région de Diourbel, président du comité sénégalais des droits de l'homme. Nous allons quand même terminer très rapidement sur ce sujet. De dire à Ahmed Sène nous sommes à 45 quand même. Que nous accepterons d'être des vautours tant qu'il y aura des cadavres à bouffer. Et que ce pouvoir exécutif postule un cadavre dans la pratique, effectivement, et dans ses relations avec le secteur judiciaire. Moi, j'ai posé une problématique claire, une interpellation. Nous avons notre avis. Nous sommes aujourd'hui des acteurs externes. Mais hier, nous ne l'étions pas. Hier, quand il fallait venir à la rescousse de ces politiques qui aujourd'hui sont au pouvoir, qui nous font en tout cas broyer le noir, on n'était pas externe, on était impliqués. Le Sénégal, si c'est notre Sénégal à nous tous, nous avons l'obligation, je dirais même pas le droit, l'obligation de nous prononcer sur toutes les questions, même s'il y a des formes et des fonds à respecter. On le fera avec responsabilité et je persiste et je signe. La justice sénégalaise est malade et instrumentalisée. Autant la justice que l'Assemblée nationale par le pouvoir exécutif incarné par le président de la République, M. Macky Sall, et c'est des faits incontestables. Voilà, alors, à la justice donc de se battre pour montrer aux Sénégalais que ce n'est pas ce n'est pas ça. Voilà. L'autre actualité a trait à l'affaire Mansour Faye, Ousmane Sonko, entre accusations et contre-accusations. Abdourahmane Sow, est-ce que ce débat avait sa raison d'être? Non, du tout. Pourquoi? Du tout, ça ne les grandit pas tous les deux. Autant le leader du parti PASTEF qui est dans une dimension très élevée sur le débat politique, je peux estimer qu'il est pratiquement la troisième personnalité politique de ce pays, compte tenu effectivement... il est arrivé troisième à la présidentielle. Voilà, les résultats de la présidentielle. En tout cas, tout cet espoir qu'il engage au niveau des jeunesses sénégalaises, moi je pense qu'il ne devrait pas se permettre effectivement, dans ce contexte, de vivre certaines situations ou bien de débiter certains propos. Ça ne le grandit pas. Qu'on doute effectivement de sa parole au point de sortir des audios et tout ça. Moi, je pense que c'est malvenu pour le président du PASTEF, Ousmane Sonko. À l'endroit aussi de M. Mansour Faye, c'est un ministre de la République. Il a mieux à faire au service de l'État, au service des Sénégalais. Essayer, en tout cas dans le cadre de son travail, d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais.
et le cadre de vie aussi. Et puis, en fin de compte, s'il a des révélations à nous faire, il en a beaucoup. On en attend beaucoup, par exemple, aller répondre aux convocations de l'OFNAC. Ça ne veut pas dire qu'il soit coupable de quelque faute que ce soit, parce que par principe, la cause M23 fonctionne comme telle. Nous n'allons pas en profondeur dans les accusations, mais la problématique, on la pose. Il est ordonnateur de dépenses, administrateur de budget, issu effectivement du trésor public sénégalais. Il a l'obligation de répondre et de rendre compte de cette gestion au niveau de toutes les instances qui ont été mises, en tout cas en œuvre par les institutions, pour quand même qu'il soit, en tout cas, audité, surveiller l'usage de ces biens publics. Oui. S'il faut, il n'a qu'à se soumettre effectivement à la loi. Dans le cas contraire, il n'a qu'à continuer son travail. Mais j'estime que c'est un débat qui ne l'égrandit pas. Quels étaient les faits recherchés, Maître Pape Sène, dans cette affaire? Est-ce que c'était pour neutraliser un adversaire qui était, à vos yeux, devenu trop encombrant? Bon, loin de là, pour neutraliser un adversaire. Moi, je crois que pour répondre à la question, c'est très simple. Peut-être que ça n'intéresse pas Abdourahmane, mais nous, ça nous intéresse. Parce que le président du PASTEF, Ousmane Sonko, a posé un acte politique. Et il a reçu une réponse politique. Nous sommes dans le champ politique. Parce qu'en réalité, n'oublions pas que depuis 2014, 2014, année à laquelle M. Ousmane Sonko a créé son parti, il ne cesse de se montrer aux yeux des Sénégalais. Ça, il faut le dire, que c'est lui, l'homme politique nouveau, avec du sang nouveau. C'est l'homme politique modèle avec des valeurs. Les autres, ils ne valent rien. Il est allé même jusqu'à parler de guillotine des anciens présidents de la République. Donc, quand M. Mansour Faye, ministre, mais également acteur politique, fait une sortie et que M. Ousmane Sonko profite de cette sortie pour traduire ses propos en forme politique, mais il est du devoir de M. Mansour Faye, comme il l'a fait, de réagir pour montrer en réalité aux Sénégalais qu'il y a une autre face cachée de M. Ousmane Sonko. Parce que de quoi il s'agit? Le débat n'est pas profond. M. Mansour Faye a dit de façon très claire, sans embâche, expressément, que j'ai eu à accorder une audience à M. Ousmane Sonko sur sa demande pour enfin qu'il puisse trouver une autre audience avec le président de la République. Quelle a été la réaction première de M. Ousmane Sonko? Ce n'est pas de dire qu'il y a audience, mais que l'audience date de ou porte sur. Non. Il a dit, je n'ai jamais rencontré le ministre Mansour Faye. Mais il fallait, pour Mansour Faye, rapporter la preuve contraire. Et c'est pourquoi j'ai dit, parce qu'en le disant, Ousmane Sonko savait pertinemment qu'il voulait faire de la politique politicienne. Il voulait faire de la récupération par rapport à cette sortie de M. Mansour Faye. Mais moi, lui en a pris. Parce que quand il faisait cet audio-là, mais on n'était pas en 2013. On est en 2020. Et au mois de septembre 2020, pratiquement, on est au mois de septembre 2020. Lui, pensant que cette affaire peut-être allait prendre d'autres ampleurs, il a vite fait de rappeler son ami pour s'enregistrer lui-même. C'est important de le préciser. Personne ne l'a enregistré. C'est lui qui a pris la responsabilité sur lui-même de prendre un enregistrement sur lui et de le balancer à son ami. En disant quoi? En acceptant ce qu'il avait vomi, en ravalant ce qu'il avait vomi, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu audience. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Que l'audience date de 2013, que l'audience porte sur tel ou tel, mais l'essentiel est que, à travers cette sortie de M. Mansour Faye, nous avons découvert que Ousmane Sonko, contrairement à ce qu'il dit, parce que lui, il veut dépeindre tout le monde comme en fait, tous les membres du pouvoir, entre guillemets, comme des menteurs. À chaque fois, c'est le mot mensonge qui sort de ta bouche. Mais je crois que cette fois-ci, c'est lui qui a menti. C'est lui qui a dit des contre-vérités et il a été mis devant le fait accompli. Mais je crois que c'est un acte politique très fort que nous saluons. Et je dis, c'est vrai que ça, c'est 2020. Mais nous avons vu un Ousmane Sonko en 2014 qui a créé son parti, qui a eu des postures et des positions sur la religion. Ce n'aime pas souvent parler de la religion. Nous l'avons vu. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko qui se prosterne au niveau de tous les foyers religieux. C'est bien, nous saluons. Nous le faisons. Quand nous le faisions, ils nous critiquaient. Nous avons vu un Ousmane Sonko qui a fait une sortie pour fustiger les déclarations de M. Mansour Faye, qu'il a reprécisé d'ailleurs. Parce qu'une déclaration, c'est un esprit, c'est une lettre. Il a reprécisé sa pensée. Moi, je peux le dire. Parce que moi, j'ai un privilège de juridiction en tant qu'avocat. Je peux dire ici sur votre plateau, si un gendarme me convoque, je n'y vais pas. Sous réserve que le bâtonnier soit informé au préalable, que le procureur général soit saisi, oui.
Et c'est ce que M. Mansour Faye veut nous faire comprendre. Il est ministre de la République. Si une institution de l'État, un corps de contrôle le convoque, si la loi permet à ce corps de contrôle de le convoquer, il s'y rend. Mais si la loi ne lui permet pas, il ne peut pas s'y rendre. Mais M. Ousmane Sonko, excusez-moi, a profité de ça pour vouloir mettre en mal le ministre Mansour Faye avec le peuple sénégalais, alors que lui, il oublie qu'en tant que député à l'Assemblée nationale, ses collègues députés l'ont convoqué. Il a refusé catégoriquement d'y déférer. Mais il ne s'en est pas arrêté là. Il les a traités de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que vous pensez que ce Michel-là peut nous donner des conseils, peut nous donner des leçons par rapport à l'attitude républicaine qu'un homme d'État doit avoir? Et lui, et aujourd'hui, sa propension, c'est d'accéder à la station présidentielle. Il faut qu'on permettre aux Sénégalais de découvrir le vrai visage de M. Ousmane Sonko. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un acte politique qu'il a posé et il a subi une réaction politique. Question à Abdourahmane Sow, le fait quand même que Ousmane Sonko se soit dédié dans cette affaire, est-ce que ça ne va pas le desservir politiquement? Bon, en fait, moi, j'ai écouté M. Sonko lors de sa dernière déclaration, qui a juré devant Dieu que c'est le ministre Mansour Faye qui a sollicité cette audience. J'ai écouté le ministre Mansour Faye, qui a fermement et clairement dit que c'est Ousmane Sonko qui a sollicité cette audience. Mais l'audience a eu lieu. L'audience a eu lieu, c'est un fait. Et c'était ça la question. L'audience a eu lieu. Qui l'a sollicité, qui ne l'a pas sollicité, je ne saurais dire. Qui a dit la vérité, qui n'a pas dit la vérité, je ne saurais dire. Je campe sur les principes. Je l'ai dit dans mes premiers propos que cela ne servait pas M. Ousmane Sonko, vu la situation qu'il occupe dans le landerneau politique. Je l'ai dit. Je l'ai dit que cela ne le grandissait pas, que sa parole soit mise en doute. Je l'ai dit. Malheureusement, il n'a pas en face de lui un militant d'Ousmane Sonko, ni un partisan d'Ousmane Sonko. Je suis un partisan des principes. Oui. Je peux analyser la situation, comme vous me l'avez demandé. Si toutefois il est avéré que M. Ousmane Sonko est dans la contre-vérité, effectivement, ça peut impacter négativement, parce qu'au-delà, effectivement, de ces partisans qui prennent parti pour lui, il y a d'autres observateurs qui se basent sur des faits, qui analysent des situations, qui se font des conclusions, en tout cas des avis par rapport à des situations pour prendre des positions. Il y a beaucoup de Sénégalais qui le font, et parmi ces Sénégalais, moi-même, elle a cause M23. Maintenant, fondamentalement, dire qu'il a menti ou pas, j'ai deux déclarations, celle du ministre et celle de Mansour Faye, de M. Sonko. L'audience a eu lieu. S'il est avéré qu'il soit dans la contre-vérité, ça ne peut pas lui servir parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a une masse critique qui n'est partisane d'aucune chapelle politique, qui est là pour voir comment faire, en tout cas, l'objet de la réflexion et de l'action. L'essentiel, le Sénégal, dont la cause M23, on se fait des idées, mais nous ne sommes pas des militants politiques, nous ne sommes affiliés à aucun parti politique, on a notre avis, quand on nous pose des questions, on répond, mais on revient à dire en tant que peut-être analyste, communicant, on en a les capacités et les caractéristiques, pour dire que cela ne pourrait jamais servir à M. Sonko. Oui. Ça, c'est une réalité par rapport, effectivement, pas effectivement, en tout cas, à ces militants qui sont déjà ses partisans, mais par rapport à cette masse critique qui est là, qui analyse à partir des valeurs que Ousmane Sonko était en train de vendre. Certains se diront qu'effectivement, si cette audience a eu lieu et qu'il l'ait nié et qu'en réalité, c'est une vérité, moi, je pense que ça peut impacter négativement sur Ousmane Sonko, mais ça n'engage que lui. Ça, il n'engage pas. L'audience, il l'a avoué. Vous l'avez dit, pour juste faire une précision, vous n'êtes pas un défenseur de Sonko. C'est pourquoi moi, j'ai essayé d'avoir quelqu'un de PASTEF. J'ai appelé au niveau du PASTEF jeudi pour qu'on puisse m'envoyer un praticien du droit pour parler justement de la magistrature. Et PASTEF m'avait promis de m'envoyer quelqu'un. Ils n'ont réagi que hier soir, c'était trop tard. Il me devait d'avoir déjà quelqu'un qui puisse débattre avec vous. Binta, je ne suis pas partisan d'Ousmane Sonko. Oui. Je ne suis pas ennemi du président de la République, mais je suis partisan aussi de la vérité. Absolument. Dans une quête perpétuelle. Très bien. Voilà. On prend toujours position vis-à-vis de la vérité. Je voulais préciser à l'endroit de M. Abdourahmane qu'on n'a pas besoin de déplacer le débat sur le fond. Je l'ai dit tout à l'heure, le débat était campé. J'ai dit à l'origine, quand le débat s'était posé, si Ousmane Sonko avait dit oui, j'ai été reçu par M. Mansour Faye, mais là on aurait compris. Mais il a dit catégoriquement, il n'y a pas d'audience. Mais c'est lui qui revient pour dire qu'il y a eu audience. En fait, maintenant pour expliquer. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Je dis encore, mieux,
Vous savez, aujourd'hui, l'homme est en train de nous révéler ses véritables facettes. Celui qui avait dit ici que tous les anciens présidents devraient faire face à la justice. Aujourd'hui, c'est ce même Ousmane Sonko que nous avons vu en 2020 pour avoir un électorat aller poireauter rôder autour de la maison du Parti démocratique sénégalais pour avoir un soutien qu'il n'a jamais obtenu. Mais c'est le même Ousmane Sonko aujourd'hui qu'on voit encore radoter autour du Parti démocratique sénégalais pour obtenir un soutien aux prochaines locales. Je crois que quand même, il faut que... Je pense qu'aujourd'hui, il n'a fait que récolter ce qu'il a semé. Politiquement. Moi, je parle de politique. C'est un acte politique qu'il a posé. Le ministre Mansour Faye, ministre et acteur politique, a répondu par un acte politique très fort que nous soutenons dans le cadre de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno. Très bien. Moi, je vais vous intervenir et je vais vous laisser le mot de la fin. Il ne nous reste plus que 2 minutes sur justement ce que le haut magistrat a fait. Vous l'avez dit tantôt qu'il a envoyé l'audio au magistrat, je ne me rappelle plus de son nom, qui est par ailleurs un de ses amis. Et c'est ce magistrat qui a aidé quand même à faire fuiter l'audio du côté du droit. Est-ce que ce n'est pas un délit? Est-ce qu'il devait se comporter comme ça pour pouvoir faire fuiter l'audio que son ami lui aurait envoyé? Et nous avons quand même entendu aussi ou regardé une vidéo sur les réseaux sociaux venant du président du conseil départemental de Ranérou, par ailleurs député APR, qui a demandé à ses militants dans une discussion privée qui a quand même fuité également de s'armer de machettes et de faire face aux récalcitrants au 3e mandat. Je voulais avoir votre réaction sur 1 minute par rapport à ces 2 interpellations. Oui, par rapport à la première interpellation, Binta, moi je pense que je ne suis pas habilité à juger, surtout à mesurer les rapports entre Ousmane Sonko et son ami. Ce sont des amis. Aujourd'hui, il appartient à Ousmane Sonko de voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à Cheikh Issa Sall. Ce que l'on sait, c'est que lui s'est auto-enregistré et a envoyé l'audio. L'audio, tout le monde l'a eu à travers les réseaux sociaux. Maintenant, c'est un délit, ce n'est pas un délit. Il est de la responsabilité de Moucha Ousmane Sonko de faire ce qu'il a à faire. Maintenant, sur le président du conseil départemental qui a fait au meurtre quand même. Mais vraiment pour ça,